Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie. Le groupe italien Renault de Médicis vient d'annoncer la fermeture en août prochain de la papeterie de Blandec dans ma circonscription. C'est la seule entreprise en France à fabriquer du carton à emballage issu de matériaux recyclés. 200 emplois vont être supprimés. C'est une décision incompréhensible alors que le groupe a reconstruit le site en 2022 suite à un violent incendie en y injectant près de 70 millions d'euros. Les salariés sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité du groupe et de son fonds de pension américain Apollo. La désindustrialisation continue dans ce territoire comme ailleurs en France. J'ai rencontré les salariés et les syndicats alors que les négociations viennent de s'engager avec la direction dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. À Blandec et dans l'Audomarois, où cette annonce résonne comme une double peine après les inondations de fin 2023 et début 2024, c'est la colère qui domine. Monsieur le ministre, le gouvernement doit faire preuve de réactivité, d'exigence et surtout de fermeté à l'égard d'un groupe et de son cabinet conseil Oneda à la réputation peu conciliante. L'entreprise doit trouver un repreneur pour permettre le maintien d'un maximum d'emplois sur un site qui reste très attractif et qui porte un vrai projet de développement durable. Une exigence et une fermeté d'autant plus nécessaires que le groupe RDM a bénéficié, suite à l'incendie, du soutien financier de l'État avec la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, vos intentions et la stratégie que vous entendez mener de nature à rassurer les salariés? Des salariés dont certains, en quelques semaines, ont perdu et leur maison et leur emploi. Des salariés sur qui pèse désormais la menace d'une réforme de l'assurance chômage qui va réduire encore les droits de ceux qui travaillent et brutaliser les chômeurs. Faute de reprise, ces salariés pourraient très vite se retrouver au RSA si le gouvernement s'acharnait à réduire de 18 à 12 mois l'indemnisation. Mon cher collègue, la parole est à Madame Catherine Vautrin. Non, excusez-moi, Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand Petit. Franchement, on se connaît suffisamment, on a suffisamment travaillé sur les dossiers industriels dans votre région pour que je me permette de vous dire que vous auriez pu éviter la dernière partie de votre question qui, entre nous, n'a pas grand-chose à voir avec les dossiers industriels que vous traitez aujourd'hui. Sur ce dossier, comme sur tous les autres, vous le savez que j'ai une doctrine et une seule. Travailler de très près avec les élus, vous l'avez vu sur d'autres dossiers, avec les actionnaires, avec les salariés, de manière à tout faire pour trouver des repreneurs qui inscrivent les territoires, les usines et les entreprises, si possible, dans une perspective de reprise durable. Aujourd'hui, vous parlez d'une entreprise qui fait face, d'une certaine manière, à une tempête parfaite, un secteur difficile qui a fait face à des hausses de coûts de l'énergie extrêmement élevé qui, en plus, malheureusement, dans votre territoire, a fait face à des inondations extrêmement fortes sur lesquelles l'ensemble du gouvernement, évidemment, est mobilisé pour accompagner les entreprises. Donc, sur cette usine, comme sur tant d'autres, j'agirai comme sur tous les autres dossiers qui me sont confiés. Un, travailler de manière à trouver un repreneur solide. Deux, travailler sur un business plan qui, j'espère, le sera aussi. Et évidemment, dans ce cas-là, accompagner l'entreprise dans une reprise durable. Si, malheureusement, ces conditions ne sont pas réunies, notre priorité, vous le savez, sera les salariés, de manière à les accompagner dans la durée sur des formations et des relatifications dans une région où nous avons trouvé de l'emploi, et nous allons continuer à le faire. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la lutte contre la vie chère dans nos territoires ultramarins. La vie chère qui dure depuis trop longtemps et qui est vécue comme une injustice insupportable par nos populations. Je vais prendre un seul exemple. Se nourrir coûte 37% de plus à La Réunion que dans l'Hexagone, alors que dans le même temps, 36% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Je pourrais également citer le prix de l'énergie et de certains services. Aujourd'hui, on nous dit que l'octroi de mer serait une des causes de la vie chère. Si nous ne contestons pas que l'octroi de mer a sa part dans la cherté de la vie, nous disons qu'il est trop facile d'en faire la cause principale, d'autant plus que les produits de première nécessité en sont exonérés et que l'addition TVA-octroi de mer reste inférieure au taux de TVA de 20% appliqué ici dans l'Hexagone. Monsieur le Premier ministre, si nous ne sommes pas contre une réforme intelligente de l'octroi de mer qui préserve les intérêts de nos territoires ultramarins, nous disons
que sans concertation, il n'y aura pas de réforme crédible et acceptable. Vouloir agir dans la précipitation et sans concertation aurait les mêmes conséquences que celles de la réforme unilatérale des aides économiques en 2019. Mais, Monsieur le Premier ministre, il y a un deuxième préalable. Il ne peut pas y avoir de réforme de l'octroi de mer sans un travail transparent sur la formation réelle des prix pour l'ensemble de la chaîne de valeur du producteur au consommateur. L'opacité sert toujours les intérêts d'une minorité au détriment de l'intérêt du plus grand nombre. Monsieur le Premier ministre, ma question est très simple. Pouvons-nous compter sur vous pour enclencher dans les meilleurs délais ce travail urgent, nécessaire, de transparence, de vérité sur la formation des prix, et ce, avant de lancer toute réforme de l'octroi de mer? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Naillet. Oui, il y a un enjeu par rapport à la vie chère dans les territoires ultramarins. Il y a des causes structurelles qui sont liées au caractère insulaire de bon nombre de ces territoires. Nous avons des mécanismes qui permettent de les corriger, de garantir des prix plus faibles, notamment s'agissant de l'énergie. Nous avons par ailleurs revalorisé les minima sociaux, vous le savez, face à l'inflation dans les territoires ultramarins comme dans le reste de la France. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, il est établi par un certain nombre de rapports que l'octroi de mer est l'une des causes de la vie chère et de prix qui sont importants. Je crois qu'un rapport parlait de 10% des dépenses de consommation dans les territoires ultramarins liées à l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est ce dispositif qui permet d'abord de financer les collectivités locales, qui permet de protéger les productions locales, mais qui, on le sait, a un impact sur les prix dans les territoires ultramarins. Et donc ça fait quand même assez longtemps qu'il y a beaucoup de demandes pour revoir ce dispositif de l'octroi de mer, avec des injonctions que certains voient comme contradictoires. Continuer à financer les collectivités locales, continuer à protéger la production locale, mais lutter contre l'inflation sur les prix. Une fois qu'on a dit ça, il y a eu un comité interministériel aux Outre-mer qui s'est tenu, qui a acté le principe d'une réforme de l'octroi de mer d'ici à 2027. Vous voyez bien que ça laisse du temps. Pourquoi est-ce qu'on laisse du temps? Précisément pour le faire dans la concertation avec les collectivités locales, les parlementaires, les milieux économiques, pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. L'objectif, encore une fois, c'est que les collectivités locales puissent continuer à bénéficier de recettes pour financer leurs priorités, c'est que les productions locales continuent à être soutenues, mais c'est de lutter contre l'inflation sur les prix qui, en partie, est liée à ce mécanisme de l'octroi de mer. Je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas simple de conjuguer les trois objectifs, mais je crois profondément qu'on peut arriver au moins à améliorer le système actuel pour lutter contre l'inflation, et ça se fera, je vous le garantis, en pleine concertation avec l'ensemble des élus dont vous faites partie. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. 2 minutes avec les membres du groupe d'amitié avec lesquels nous avons préparé une résolution, tous les collègues de la zone Caraïbes et en particulier Catherine Conconne et Victorin Lurel, pour vous emmener dans une région du monde qui nous fait rêver et où pourtant se joue un terrible drame. 2 minutes pour parler d'Haïti, un pays auquel notre histoire nous lie intimement depuis 1804, et des Haïtiens qui, comme le rappelait Alexandre Dumas, n'ont cessé d'être français qu'après avoir fourni leur contingent de gloire à la France. Haïti, vous le savez, est aujourd'hui au centre d'un cataclysme, car quel pays pourrait résister à l'assassinat de son président, Jovenel Moïse, en 2021, à une Assemblée nationale vide depuis 2023 et à la démission du 7e Premier ministre en l'espace de 4 ans, le 11 mars dernier? C'est un fait, le pays n'est plus dirigé. La mise en place d'un conseil de transition pour restaurer l'ordre public et démocratique dans un pays qui n'a pas voté depuis 2016 et l'état d'urgence qui s'achève officiellement aujourd'hui n'ont pas empêché le déplacement de 400 000 personnes et la prise de contrôle de la capitale par des gangs responsables de pillages et de viols collectifs. Sous ces tristes tropiques, la violence, selon le Bureau intégré des Nations Unies, a fait plus de 8 400 morts et 1 700 blessés en 2023. La République dominicaine, qui a déjà accueilli 700 000 Haïtiens et essaye d'endiguer l'afflux massif de réfugiés, mérite, quant à elle, tout notre soutien. Face à la crise humanitaire dont nous semblons avoir pris conscience tardivement, qu'attendons-nous pour répondre à l'appel des Nations Unies pour le déploiement d'une force internationale, à la fois pour protéger la population et créer les conditions d'une reprise du processus démocratique? 6 pays ont déjà proposé leur aide. Qu'entendez-vous faire, Madame la Ministre? Pour vous répondre, la parole est à
la secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux, Madame Chrysoula Zacharopoulou. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, chère Hélène Conway-Mouret. Vous avez raison, Madame la Ministre, de dire à quel point la situation sécuritaire en Haïti s'est fortement dégradée ces dernières semaines avec des conséquences humanitaires catastrophiques. D'abord, je vais vous dire que la France condamne avec la plus grande fermeté les attaques des groupes criminels. Rétablir l'accès humanitaire est une priorité pour la France et pour l'Union européenne. Nous soutenons activement les efforts de la communauté internationale en vue d'une solution politique interhaïtienne. J'ai représenté la France à la réunion initiée par la CARICOM le 11 mars aux côtés des États-Unis, du Canada et du Mexique. La France salue les progrès effectués dans la constitution du Conseil présidentiel de transition issu de l'accord de Kingston. La France appelle désormais les membres du Conseil présidentiel à désigner rapidement un nouveau Premier ministre pour établir la sécurité publique et préparer la tenue des élections. Nous appelons au déploiement rapide de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, que nous soutenons à hauteur de 3 millions d'euros et 850 000 via l'OIF. Et nous avons alloué 1 million d'euros de plus en 2024 pour soutenir la police haïtienne qui est en première ligne dans la lutte contre les groupes armés. La France organisait fin mars aussi des affrètements spéciaux pour permettre aux ressortissants les plus vulnérables de quitter le pays. 243 personnes ont été prises en charge, dont 79 ressortissants étrangers. L'ambassade de France à Port-au-Prince continue de fonctionner et demeure pleinement mobilisée en soutien à la communauté française sur place. Merci. Madame Conway-Mouret. Merci Madame la Ministre. Si nous saluons bien sûr les efforts consentis par la France, je vous questionnais sur l'avenir. Et j'aurais aimé entendre un engagement de la France beaucoup plus fort. Et en réponse à l'appel des Nations Unies, vous conviendrez que la situation est intenable et que ma question demeure sans réponse. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre du Travail, vous avez été interrogée à plusieurs reprises sur l'assurance chômage. Alors moi j'ai une question simple. Assumez-vous le choix du gouvernement auquel vous appartenez de faire financer les déficits publics par les demandeurs d'emploi, par les personnes les plus en difficulté, par les salariés et, si j'en crois les rumeurs que j'entends, par les assurés sociaux plus largement, plutôt que par les hauts revenus et les dividendes qui explosent? Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Madame Vautrin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lubin. Madame Lubin, je viens de répondre effectivement à plusieurs reprises, donc je vais une fois encore vous dire que je crois que nous avons deux visions totalement opposées. La vision de la majorité à laquelle j'appartiens, c'est très concrètement de lutter contre le chômage de masse. Le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'à d'autres époques, la majorité que vous avez pu soutenir n'avait pas forcément la même approche. Et c'est là la différence. Et la différence, elle se mesure en termes de résultats. Parce que très concrètement, je le répète, 2 700 000 personnes ont retrouvé le chemin de l'emploi depuis 2017. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, l'assurance chômage était déficitaire. Pourquoi était-elle déficitaire? Parce que vous aviez tellement de demandeurs d'emploi qu'effectivement, il y avait moins de cotisations. Aujourd'hui, il y a plus de cotisations et je redis que l'argent de ces cotisations sert à financer la formation des personnes demandeurs d'emploi. Et c'est ça le sujet, c'est comment concrètement on peut accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. Parce que quand on a un taux d'emploi qui est le plus faible depuis qu'il est mesuré, il est aujourd'hui dans notre pays effectivement encore élevé pour les seniors. Je rappelle que le taux d'emploi des seniors est à 45%. On a un sujet chez les jeunes, mais autrement on a un bon taux d'emploi. Derrière, cela veut dire que celles et ceux qui sont en difficulté en termes d'emploi ont besoin qu'on travaille leur employabilité. Pas plus tard que ce matin, je rencontrais un demandeur d'emploi de 55 ans. Quel était son sujet? Son sujet,
Mais vous pouvez rire autant que vous le voulez. La réalité, c'est quand même la vie de nos concitoyens. Et ça me fait pas rire, si vous, ça vous fait rire, que d'essayer d'aider des gens qui sont en difficulté parce qu'à 55 ans, allez retrouver un boulot. Faites-le, je sais pas combien ici ont été au chômage. Mais c'est ça la difficulté. Et la différence entre vous et nous, c'est que nous cherchons des solutions concrètes quand vous êtes dans les postures. Madame Lubin. Il me semble opportun, Madame la Ministre, de rappeler quelques chiffres. 6 millions de chômeurs inscrits à France Travail, 2,6 millions qui sont indemnisés, la moitié qui travaillent tous les mois, l'allocation moyenne 1 035 €. Nous sommes loin des nantis et des profiteurs dont nous entendons parler. Vous venez de citer, Madame la Ministre, les chômeurs de plus de 55 ans. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi pour projet de réduire la durée d'indemnisation. Alors que leur restera-t-il après ces mois de chômage qui auront été réduits? Que leur restera-t-il? Ils n'auront plus le droit, déjà, il faut savoir, de se donner le temps de chercher des emplois rémunérés à la hauteur de ce qu'ils avaient et de même qualité. Ils n'auront plus le temps de se former, d'éventuellement changer d'orientation. Non, ça sera la course effrénée à l'emploi, quelle que soit la qualité de l'emploi et du montant de ressources qu'ils en tireront pour leur famille. Et que leur restera-t-il après tous ces mois? Il leur restera l'allocation de solidarité spécifique. Ah ben c'est dommage, vous l'aurez supprimé. Et donc ils se tourneront vers qui? Ils se tourneront vers le RSA, c'est-à-dire vers les départements, ces collectivités dispendieuses dont vous ne cessez de critiquer la gestion et que vous allez saigner à blanc. C'est ça, Madame la Ministre, les choix politiques et le projet de vie pour les Français de ce gouvernement. Tout contre les assurés sociaux, tout contre les salariés, tout contre les plus pauvres, au bénéfice de ceux qui gagnent le plus et à qui on ne demande rien. Les salariés s'en souviendront. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Défenseur des droits vient d'indiquer le regard inquiet qu'elle porte sur l'état des droits et libertés dans notre pays. Enfance, service public, les atteintes se multiplient. Or, le devoir de protection sociale et de solidarité est inscrit dans le préambule de notre Constitution, ce n'est pas rien. On dit souvent que le degré d'une civilisation et d'une société se mesure à la manière dont sont traités les citoyens les plus vulnérables, et j'ajouterais, ainsi que tous ceux qui les accompagnent. 1,3 million de travailleurs sociaux, dont 90% de femmes, œuvrent au quotidien. Que leur dites-vous? Chacun de nous a été ou sera en contact avec eux, aura besoin d'eux. Depuis des années, ces hussards bleus, blancs ou rouges de la République, de la solidarité alertent. Le point de rupture est proche. Demain encore, elles et ils manifesteront partout en France. Plus que de gratitude, ils ont besoin d'actes. Que leur direz-vous? La logique gestionnaire, l'effet des politiques de destruction sociale les fragilise. Il est essentiel de mieux les rémunérer, mieux reconnaître leurs compétences, mieux les former. Que leur direz-vous? Invisibilisés très souvent comme les publics qu'elles et ils accompagnent. Sans eux, pourtant, il n'y a pas de pacte social. Déficit d'attractivité conduisant au report vers de l'intérim, voire une ubérisation de ces métiers dégradant le lien offert. Voilà la réalité. 30 000 postes vacants, 150 000 départs à la retraite d'ici 2 ans, 90 000 déjà professionnels partis. En 2021, le salaire médian était inférieur au SMIC et les accidents du travail 3 fois supérieurs, corroborant l'idée que plus un métier se féminise, plus il se précarise. Que leur dites-vous? Les compétences, souvent considérées comme naturelles, sont dévaluées. Concernant l'enfance, pour la première fois, des magistrats ont alerté sur la situation préoccupante. Devant le risque imminent du craquage du service social, quand présenterez-vous enfin une feuille de route ambitieuse et budgétée pour retrouver la confiance de ces professionnels et tracer des perspectives d'avenir? Comptez-vous intégrer au Ségur celles et ceux que vous continuez d'en exclure pour permettre une revalorisation salariale? Et en matière de protection de l'enfance, quand sera enfin pris le décret établissant taux et normes d'encadrement des établissements prévus par la loi de 2022? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Madame Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, je voudrais vous remercier, Madame la sénatrice, pour cette question qui permet effectivement de
mettre en avant le travail qui est celui de l'ensemble des travailleurs sociaux dans notre pays, qu'ils soient dans la fonction publique ou qu'ils soient dans un certain nombre d'associations de nos territoires. Je voudrais commencer par souligner effectivement l'engagement qui est le leur au quotidien. Et si je prends un exemple, celui par exemple des missions locales, je voudrais dire combien ils ont un rôle absolument majeur d'accompagnement de nos jeunes. On a beaucoup parlé pendant cette session de questions au gouvernement de tout ce qui était le lien à l'emploi. Je voudrais mettre en avant la qualité qui est la leur capacité à rencontrer des jeunes sur le terrain et à les ramener d'abord vers la mission locale pour ensuite travailler avec eux sur une approche qui est l'approche du retour vers l'emploi. Derrière, vous parlez de reconnaissance. Alors effectivement, il y a plusieurs sujets. Dans la fonction hospitalière, merci d'avoir cité le Ségur, qui a été quand même un élément absolument majeur à la fois en fonctionnement pour l'ensemble des professionnels. Je rappelle que les derniers éléments du Ségur ont eu lieu en janvier dernier, puisqu'il s'agissait à ce moment-là de l'indemnité pour les sujétions de garde et de week-end, et que parallèlement à ça, il y avait bien sûr le Ségur de l'investissement pour les établissements médico-sociaux hospitaliers sur lequel nous travaillons encore. J'entends effectivement votre commentaire sur les postes vacants. Sur les postes vacants, je pense que là aussi, nous avons un travail à mener, y compris avec ma collègue Sylvie Retailleau, dans le cadre de Parcoursup et de la lisibilité des parcours de ces formations de travailleurs sociaux. Parce que, incontestablement, il y a aujourd'hui un manque de connaissance des opportunités de ces métiers et une nécessité de travailler sur les passerelles qui permettent de s'engager dans des logiques de carrière. Donc reconnaissance, oui. Logique de carrière, c'est la reconnaissance d'un État dans lequel, nous le savons tous, la cohésion du pays a un moteur, celui de l'égalité des chances. Il passe par les travailleurs sociaux.